Salut à tous! Quand vous naviguez sur un site web marqué HTTPS, depuis votre navigateur, par exemple Chrome, vous avez sûrement remarqué le cadenas en haut qui symbolise que votre connexion est sécurisée. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fait qu'une connexion est sécurisée? Dans cette vidéo, je vous expliquerai ce qui se cache derrière HTTPS, le protocole TLS. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que pour comprendre ce qui va suivre, il vous faut quelques notions de base en cryptographie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder les vidéos précédentes de ce module consacré à la sécurité. Ensuite, ce n'est pas strictement nécessaire, mais c'est bien si vous avez quelques notions en réseau. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder au moins les 2 premières vidéos du module consacré à Internet. Pour chaque vidéo prérequise, il y a le lien dans la description de la vidéo. J'essaierai de faire en sorte de résumer un peu ces notions prérequises, mais c'est quand même utile si vous regardez ces vidéos à l'avance. Donc TLS, pour Transport Layer Security, est un protocole qui permet de sécuriser d'autres protocoles au niveau de l'application layer, donc des applications réseau telles que le web, les emails ou le transfert de fichiers. Donc HTTPS, ce n'est pas un protocole, c'est un alias pour dire HTTP plus TLS. De la même manière, TLS permet de sécuriser le protocole SMTP pour échanger des mails entre serveurs, ce qui donne le protocole SMTP-S. Et de la même manière, TLS permet de sécuriser le protocole FTP, utilisé pour transférer des fichiers, et cela donne le protocole FTP-S. Petite parenthèse, vous avez peut-être déjà entendu parler de SSL pour Secure Socket Layer, c'est en fait l'ancienne version de TLS qui n'est plus utilisée parce qu'il y avait trop de bugs de sécurité. Mais les gens l'utilisent souvent à tort pour désigner TLS. Quand on dit que TLS permet de sécuriser des communications, on veut dire par là qu'il permet de garantir 3 propriétés de sécurité. Ce sont les 3 propriétés dont j'ai parlé dans la première vidéo de ce module consacré à la sécurité. La première de ces propriétés, c'est la confidentialité, c'est-à-dire que personne d'autre ne peut lire la communication parce qu'elle est chiffrée. La deuxième propriété, c'est l'authenticité, c'est-à-dire que l'identité des participants à la communication peut être vérifiée. Et la troisième propriété, c'est l'intégrité, c'est-à-dire que les messages de la communication ne peuvent pas être modifiés en route par un adversaire. Parmi ces 3 propriétés, on entend souvent la confidentialité citée comme étant synonyme de communication sécurisée par HTTPS. Mais il faut être conscient que l'authenticité est tout autant importante, si ce n'est plus. Lorsque vous entrez votre identifiant et mot de passe sur un compte en ligne, par exemple Amazon.com, évidemment qu'il est important que la confidentialité soit garantie, sinon n'importe qui situé sur le même réseau Wi-Fi que vous, par exemple, pourrait écouter la communication et récupérer votre mot de passe. Mais il est tout autant primordial que l'authenticité soit garantie, sinon vous ne pouvez pas savoir que le site web auquel vous communiquez votre mot de passe est réellement Amazon.com qui appartient à Amazon, ou un faux Amazon.com qui appartient à un hacker qui est en train d'essayer de récupérer votre mot de passe. Maintenant qu'on sait en gros ce qu'est TLS et quelles sont les garanties de sécurité qu'il fournit, regardons un peu plus en détail comment il fonctionne. Dans la 8e vidéo du module consacré à Internet, j'ai montré un gros exemple complet pour expliquer comment fonctionnait une requête HTTP sur le site google.com en laissant de côté l'aspect sécurité puisque normalement les requêtes sur google.com se font en HTTPS. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre cet exemple, mais cette fois me concentrer uniquement sur les aspects liés à TLS. Je reprends donc l'exemple de la vidéo 8 du module Internet dans lequel quelqu'un veut effectuer une requête sur un serveur de Google depuis son ordinateur portable, mais cette fois une requête HTTPS et pas HTTP. Un serveur HTTPS a un port standard qui est 443, de la même manière qu'un serveur HTTP utilise toujours le port 80. Une fois que le client a établi une connexion TCP sur le port 443, il initie ce qu'on appelle le TLS Handshake. Le TLS Handshake désigne toutes les étapes qui établissent une connexion sécurisée entre le client et le serveur web. Ces étapes peuvent être différentes selon la version de TLS. Ici, je prendrai la version la plus courante, 1.2. Chacun des messages du TLS Handshake est un message standard au niveau de ce qu'on appelle l'application layer. Il sera mis dans un segment au niveau de ce qu'on appelle le transport layer, puis dans un datagramme au niveau du network layer, puis dans une frame au niveau du link layer. Toutes ces autres couches contiennent des informations supplémentaires telles que les numéros de port, les adresses IP, les adresses MAC. Vous pouvez regarder les vidéos du module Internet pour en savoir plus. Comme je ne veux pas trop introduire de prérequis et que c'est pas vraiment l'essentiel du sujet, dans les schémas qui vont suivre, je montrerai seulement les messages TLS entre l'ordinateur portable, qu'on appellera le client, et le serveur. Je vais également cacher tous les composants intermédiaires, mais évidemment qu'en réalité, ils sont toujours là. À n'importe quel stade de la communication,
il est possible qu'un adversaire écoute les messages échangés, voire même essaye d'intercepter la communication, comme on l'a vu dans la vidéo sur les attaques man in the middle. Toujours pour simplifier les schémas, je ne le noterai pas, mais sachez que l'adversaire est toujours là. Dans les vidéos précédentes, on a vu qu'il existait plusieurs algorithmes de cryptographie différents pour atteindre un même but. Par exemple, il existe plusieurs algorithmes pour faire du chiffrement symétrique, plusieurs algorithmes pour faire du chiffrement asymétrique et des signatures, et plusieurs algorithmes pour faire des codes d'intégrité. C'est pourquoi la première étape du TLS Handshake est de se mettre d'accord sur quels algorithmes utiliser. Le client commence par envoyer un message qu'on appelle Client Hello, qui contient 3 choses. Le numéro de version TLS souhaité par le client, un nombre aléatoire que j'appellerai RC, et une liste de chaînes de caractères appelée Cipher Suite. Une Cipher Suite est une liste d'algorithmes de cryptographie utilisés pour garantir certaines propriétés de sécurité. Dans le cas de TLS, chaque Cipher Suite a 3 blocs. Le premier bloc définit le ou les algorithmes utilisés pour garantir initialement l'authenticité du serveur et pour s'échanger de manière sécurisée un secret partagé qui sera utilisé ensuite pour chiffrer les messages entre le client et le serveur. Dans ce bloc ici, on a 2 algorithmes, on a RSA et DHE pour Diffie-Hellman éphémère. Je reviendrai plus tard sur le qualificatif d'éphémère. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de savoir comment ces algorithmes fonctionnent. Vous devez juste savoir qu'ils font partie de la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire qu'on utilise une clé publique et une clé privée. La clé publique permet de chiffrer ou encrypter et la clé privée permet de déchiffrer ou décrypter. Ces clés sont en réalité des très grands nombres qui vérifient certaines propriétés mathématiques. La clé privée peut également être utilisée pour signer des messages et la clé publique pour vérifier la signature de ces messages. Si ces notions ne sont pas claires pour vous ou si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder les vidéos 3 et 5 du module consacré à la sécurité. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Le deuxième bloc définit l'algorithme de cryptographie de chiffrement symétrique utilisé pour chiffrer les messages entre le client et le serveur une fois que le secret partagé a été échangé entre le client et le serveur grâce aux algorithmes du premier bloc. Dans cette Cipher Suite, on a AES comme algorithme de chiffrement symétrique, des clés d'une taille de 256 bits et ce qu'on appelle un mode d'opération, ici GCM. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous ces détails. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la deuxième vidéo du module consacré à la sécurité. Vous avez le lien dans la description. Le troisième bloc définit la fonction de hachage utilisée pour garantir l'intégrité plus l'authenticité des messages échangés en calculant un code qu'on appelle hashMAC. Les fonctions de hachage sont des fonctions à sens unique qui permettent à partir de n'importe quelle donnée calculer un code d'intégrité qu'on appelle le hash à partir duquel on ne peut pas retrouver les données originales. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez regarder la 6e vidéo. Ces Cipher Suite, il y en a toute une liste qui sont définies dans les spécifications de TLS, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et pour chacune d'entre elles, la liste dit si c'est une combinaison d'algorithmes recommandée ou pas, puisque dans certains cas, on peut considérer que les tailles de clés sont trop courtes, trop faibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être facilement craquées par un adversaire, ou on a découvert des failles de sécurité, des bugs dans certains algorithmes. Le client envoie donc une liste de Cipher Suite au serveur pour lui dire « Voici les combinaisons d'algorithmes que je connais, choisis-en une ». Lorsque le serveur reçoit le client Hello, il examine la version de TLS. S'il supporte cette version, il examine la liste de Cipher Suite proposée. S'il y a au moins une Cipher Suite qu'il supporte dans la liste, il crée le deuxième message du TLS Handshake, Server Hello, qui contient 3 choses. Le numéro de version choisi, selon le numéro de version supporté par le client, un nombre aléatoire RS et une Cipher Suite choisie parmi la liste envoyée par le client. Maintenant que le client et le serveur se sont mis d'accord sur une version de TLS et sur une Cipher Suite à utiliser, admettons que le serveur possède une paire de clés RSA et qu'il aimerait partager sa clé publique avec le client. Comme on l'a vu dans la vidéo 10, les certificats servent à établir la confiance du client en la clé publique du serveur pour éviter les attaques man in the middle. Et ça se fait en se basant sur des autorités de certification qui garantissent la validité de ces certificats. Le serveur google.com, par exemple, possède un certificat pour la clé publique signé par l'autorité GTS, pour Google Trust Services, et également le certificat de la clé publique de cette autorité, signé par l'autorité Racine GlobalSign. Le serveur peut envoyer maintenant le troisième message du TLS Handshake, le message Certificate, qui contient la clé publique RSA et la chaîne de certificats. Lorsque le client reçoit le message Certificate, il vérifie la validité de la clé publique à l'aide des certificats. Ça veut dire que le navigateur que le client utilise, par exemple Firefox,
doit avoir à l'avance Global Sign dans la liste des autorités racines de confiance. Si c'est le cas, le client acceptera la clé publique RSA comme étant bien celle du serveur www.google.com. Maintenant que la clé publique du serveur est connue du client, il peut s'en servir pour envoyer des informations chiffrées au serveur. Comme on l'a vu dans la vidéo 6, on n'utilise pas la cryptographie asymétrique pour chiffrer tous les messages car elle demande beaucoup de calculs aux ordinateurs et n'est donc pas efficace. À la place, elle sert à échanger de manière sécurisée un secret partagé qui servira ensuite à faire de la cryptographie symétrique. Dans le contexte de TLS, on l'appelle le Pre-Master Secret. Dans certaines cipher suites comme celle-ci, on voit dans le premier bloc que seulement RSA est utilisé pour dériver un secret partagé. Cela veut dire que le client génère directement le Pre-Master Secret et se sert de cette clé publique RSA du message certificate pour chiffrer le Pre-Master Secret et l'envoyer au serveur dans un message appelé Client Key Exchange. Mais cette manière de faire ne respecte pas une propriété de sécurité appelée Perfect Forward Secrecy. J'ouvre maintenant une parenthèse pour vous parler de cette notion de Perfect Forward Secrecy. Admettons que le client et le serveur s'échangent des messages chiffrés en utilisant une paire de clés publiques-privées RSA permanentes. Admettons aussi que l'adversaire écoute ces communications chiffrées sans pouvoir pour autant les déchiffrer pour l'instant. Admettons qu'un jour l'adversaire puisse entrer en possession de la clé privée RSA, soit par vol, soit parce que l'adversaire est une agence légalement autorisée à exiger cette clé. À ce moment-là, l'adversaire pourra revoir tous les messages qu'il a écoutés auparavant et les déchiffrer un à un grâce à cette clé privée. Mais maintenant, admettons qu'au lieu d'utiliser une clé privée, une clé publique RSA permanente, le client et le serveur utilisent une nouvelle clé secrète pour chaque message. Si maintenant l'adversaire obtient la clé RSA privée permanente, il ne pourra déchiffrer aucun message puisque les clés privées temporaires ne sont plus là. C'est cette propriété qu'on appelle Perfect Forward Secrecy, c'est-à-dire que la divulgation des clés secrètes permanentes ne permet pas de déchiffrer les messages passés. On peut maintenant fermer cette parenthèse et revenir à notre cipher suite qui implémente ce mécanisme dans le contexte de TLS. Dans notre cas, la cipher suite ne contient pas juste RSA, mais DHE-RSA. Le DH ici réfère à Diffie-Hellman, l'algorithme qu'on avait vu dans la vidéo 3, et le E pour éphémère. Cela veut dire que le serveur et le client vont tous les deux générer une paire de clés Diffie-Hellman publiques-privées pour respecter la propriété de Perfect Forward Secrecy. Ces clés ne serviront qu'une seule fois pour cette session, après on peut les oublier, d'où le qualificatif éphémère. Le serveur génère ces clés en premier, il envoie ensuite un autre message appelé Server Key Exchange qui contient les paramètres publics pour l'échange Diffie-Hellman et la clé éphémère du serveur. Ce message, il est signé avec la clé privée RSA du serveur. De cette manière, le client peut vérifier de nouveau à l'aide des certificats que le contenu du message est valide. Le client peut maintenant également générer ses clés Diffie-Hellman grâce aux paramètres publics. Il garde en mémoire la clé publique Diffie-Hellman du serveur et envoie sa clé publique éphémère au serveur dans le message Client Key Exchange, qui la garde en mémoire. Grâce au protocole Diffie-Hellman qu'on a vu dans la vidéo 3, le client et le serveur peuvent maintenant tous les deux calculer de manière différente un même secret partagé qu'on appelle le Pre-Master Secret, grâce au protocole Diffie-Hellman. Si vous voulez plus de détails sur ce procédé mathématique, regardez la vidéo 3. Une fois le Pre-Master Secret calculé, le client et le serveur peuvent oublier les clés éphémères Diffie-Hellman et le client peut même laisser tomber la clé publique RSA du serveur. Il reste donc les deux nombres aléatoires et le Pre-Master Secret qui sont connus à la fois du client et du serveur. Donc peu importe les algorithmes définis dans le premier bloc de la cipher suite, à la fin de cette étape, le client et le serveur parviennent à se mettre d'accord sur un secret partagé appelé le Pre-Master Secret. Si vous vous souvenez bien, dans les premiers messages TLS Client Hello et Server Hello, le client et le serveur ont tous deux échangé un nombre aléatoire. À partir du Pre-Master Secret et des deux nombres aléatoires, le client et le serveur vont tous les deux appliquer la même formule déterministique sur ces valeurs pour dériver une nouvelle valeur secrète qu'on appelle le Master Secret et qui fait une taille constante de 48 bytes et qui sera utilisée pendant tout le reste de la session du TLS Handshake. Quant au Pre-Master Secret et aux deux nombres aléatoires, ils peuvent être oubliés.
Cette formule elle est basée sur ce qu'on appelle une PRF pour Pseudo-Random Function, qui sont en fait des fonctions de hachage qui permettent de générer de nouvelles données qui paraissent aléatoires, mais qui sont en fait déterminées par les données fournies en entrée. J'entre pas trop dans les détails techniques, vous avez un lien dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Une des raisons pour laquelle on dérive ce nouveau secret, c'est que le pre-master secret est d'une taille différente selon la méthode utilisée dans le premier bloc de la Cypher Suite. Si on veut complètement séparer la génération du secret de son utilisation, on dérive ce nouveau master secret qui fait une taille constante de 48 bytes, peu importe la méthode utilisée dans le premier bloc. À partir de ce master secret, le client et le serveur vont tous deux pouvoir générer des clés secrètes pour pouvoir chiffrer et déchiffrer des messages selon le deuxième bloc de la Cypher Suite et vérifier des codes d'intégrité selon le troisième bloc de la Cypher Suite. En théorie, on pourrait utiliser une seule clé pour toutes ces fonctions, mais il est plus prudent de séparer, d'avoir une clé pour chaque fonction. Comme ça, si jamais elle est découverte par l'adversaire, ça ne casse pas toute la communication. Donc à partir du master secret et des deux nombres aléatoires, le client et le serveur vont générer maintenant 4 clés. Une clé tout d'abord pour chiffrer les communications du client vers le serveur. Selon le deuxième bloc de notre Cypher Suite, ce sera une clé de 256 bits avec l'algorithme AES. Appelons-la C1. Ensuite, une deuxième clé pour chiffrer les communications du serveur vers le client. De nouveau, une clé AES de 256 bits, appelons-la S1. Ensuite, une troisième clé pour générer des codes d'intégrité ou HMAC dans les messages envoyés du client vers le serveur. Dans notre cas, ce sera une clé de 384 bits puisque selon le troisième bloc de la Cypher Suite, on utilise la fonction SHA-384. Et enfin, une quatrième clé pour faire exactement la même chose du serveur vers le client, de nouveau une clé de 384 bits pour générer des codes d'intégrité ou HMAC. Une fois que ces 4 clés ont été dérivées du master secret, le client envoie un message appelé Change Cipher Spec pour signaler au serveur que désormais tous les messages qu'il enverra seront encryptés et authentifiés. Il crée ensuite un hash de tous les messages échangés jusqu'à présent. Voyez ça comme un résumé ou des données compressées. À partir de ce résumé, le client peut calculer un HMAC avec C2, puis encrypter le tout avec C1. Ce contenu peut ensuite être mis dans un message appelé Finished et envoyé au serveur qui peut de son côté également calculer le résumé. Le serveur décrypte le contenu avec C1 et vérifie le HMAC avec C2. Maintenant, le serveur peut faire exactement pareil de son côté. Il envoie un message Change Cipher Spec pour signaler au client que désormais tous les messages envoyés par le serveur seront encryptés avec S1 et authentifié avec S2. Il calcule le résumé des messages précédents, produit un HMAC avec S2 et encrypte le tout avec S1. Ce contenu est envoyé dans un message aussi appelé Finished au client qui décrypte et vérifie le contenu avec S1 et S2. Si toutes ces étapes se sont passées correctement, le TLS Handshake est enfin terminé et le client va pouvoir faire sa requête HTTPS au serveur. La requête get3w.google.com est d'abord utilisé pour calculer un HMAC avec C2, le tout est chiffré avec C1 pour former le message à envoyer au serveur. Maintenant, revenons aux détails concernant les réseaux dont on a parlé au début de la vidéo, puis mis de côté pour se concentrer sur TLS. Le message est créé au niveau de l'application layer. Ensuite, comme d'habitude, ce message est mis dans un segment, qui est mis dans un datagramme, qui est mis dans une frame. Donc ça, c'est important de comprendre. Même si votre requête HTTPS est chiffrée, les informations des autres layers tels que les numéros de port, les adresses IP et les adresses MAC sont visibles et modifiables par l'adversaire. Une fois que le serveur reçoit le datagramme pour en extraire le segment puis le message, il utilise C1 pour déchiffrer le contenu puis vérifie l'intégrité du HMAC avec C2. Il peut maintenant lire la requête du client, créer la réponse, ici admettons que ce soit un fichier HTML, calculer un HMAC avec S2 et encrypter le contenu avec S1. Lorsque le client reçoit le message, il peut déchiffrer avec S1, vérifier l'intégrité avec S2 et le navigateur peut afficher la réponse HTTP dans le navigateur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez une meilleure compréhension de ce qui se passe en une fraction de seconde lorsque vous naviguez sur un site en HTTPS. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu les vidéos en prérequis, j'espère que c'était quand même accessible, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et si vous avez envie de comprendre plus en détail, je vous encourage fortement à aller voir toutes ces autres vidéos. Dans cette vidéo, on a vu que TLS permettait de sécuriser les communications au niveau de l'application layer, en prenant comme exemple HTTPS. Mais on a aussi vu que TLS ne chiffrait pas les informations au niveau des couches inférieures, notamment les adresses IP.
Concrètement, ça veut dire que même si un adversaire qui écoute vos communications avec un serveur ne peut pas déchiffrer ces informations, il peut quand même savoir que vous avez communiqué avec ce serveur, combien de fois, à quel moment exactement, et même s'il ne peut pas les déchiffrer, il peut savoir quelle est la taille des données que vous avez échangées avec le serveur. Donc pour essayer de divulguer moins d'informations, il nous faut au moins un protocole qui ne chiffre pas seulement le contenu HTTP, mais également les numéros de port et les adresses IP. Et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. On parlera du protocole IPsec et de son utilisation principale, les VPN. À bientôt.